mais écoutez, je vous propose de démarrer, chers collègues. C'est bon. Voilà, je vous propose de démarrer. Bonsoir à tous. Je dis bonsoir parce qu'il est 18h30 en métropole. Mais il doit être quelle heure là-bas Moins de 12h, chère Myriana. Il est 6h30 le matin. Voilà, alors quelques mots d'abord avant de démarrer notre audition à proprement dit. Donc, comme je vous l'avais dit lors de notre réunion d'installation, certaines de nos auditions se tiendront en fin de journée. C'est le cas ce soir, voire en début de soirée, puisque nous aurons une autre édition tout à l'heure à 21h30. Lorsque nous entendrons des personnalités se trouvant en Polynésie ou à l'étranger. Et il nous faut en effet, bien évidemment, tenir compte du décalage horaire. Et avec la Polynésie, il y a 12 heures de décalage. Nous nous retrouvons donc à 21h30 tout à l'heure pour entendre le professeur Renaud Meltz, qui pilote depuis la Polynésie un projet de recherche du CNRS sur l'héritage du Centre d'expérimentation du Pacifique. Voilà. Autrement, plus classiquement, nos auditions, je le rappelle, se tiendront surtout les jeudis, mais parfois aussi, par exception, les mercredis après-midi, puisque, avec la rapporteure, nous avons déjà commencé à faire une liste assez conséquente de personnes que nous souhaitons auditionner. Et donc, parfois, nous serons amenés à travailler peut-être les mercredis. Nous nous réunirons d'ailleurs jeudi 16 mai à 10h. À nouveau pour l'audition des représentants de l'AVEN, l'association des vétérans des essais nucléaires. Et puis donc, bien évidemment, à chaque fois, les convocations vous seront adressées chaque jeudi et vous indiqueront autant que possible les échéances à venir et au fur et à mesure, bien évidemment. Alors, j'en viens à l'audition de ce jour. Je suis heureux d'accueillir le père Auguste Huébé Carlson, qui est président de l'association 193, et de sa première vice-présidente, Madame Léna Normand, qui sont tous les deux à l'écran. Alors, Madame, Monsieur, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, tout d'abord, à vous exprimer devant cette commission. Vous êtes les premiers que nous auditionnons aujourd'hui. Merci d'avoir accepté également notre horaire un peu matinal pour vous en Polynésie. Votre audition a pour objectif de préciser les positions et les revendications de votre association et de recueillir votre analyse de la prise en charge actuelle des conséquences des essais nucléaires menés en Polynésie entre 1966 et 1996, 193 essais nucléaires, qui a donné le nom d'ailleurs à votre association. Un questionnaire vous a été transmis par notre rapporteur, qui est à mes côtés, chère Myriana Red-Arbelot. Toutes les questions qu'il contient ne pourront pas être évoquées ce soir de manière exhaustive. C'est pourquoi je vous invite, Madame, Monsieur, à communiquer ultérieurement vos réponses écrites, ainsi que tout élément que vous jugerez utile de porter à la connaissance de la commission d'enquête. Vous pouvez le faire, bien évidemment, par courrier, par mail. Voilà. Donc nous allons vous poser des questions ensuite. Auparavant, avant de vous poser des questions, je vous remercie de nous déclarer, si c'est le cas, tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations, car je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, à lever la main droite de manière visible afin qu'on puisse le voir. Voilà pour Monsieur, Madame, merci, et de dire « je le jure ». Je le jure. Voilà, merci. Alors, je le dis pour tout le monde, nos auditions se passeront de la même façon. Je vais vous poser deux questions pour lancer un peu la discussion. Ensuite, je vous laisserai la parole pour une intervention liminaire de 10 minutes maximum. Et ensuite, bien évidemment, nous procéderons à un échange sous forme de questions et de réponses, à commencer bien évidemment
par les questions de Madame la rapporteure, à qui je céderai la parole après votre intervention pour poser, Madame la rapporteure, les premières questions. Voilà. Pour lancer les discussions, moi j'ai deux questions un peu d'ambiance générale. Premièrement, eh bien, pourriez-vous nous indiquer quelles ont été, selon vous, pour vous, les répercussions en Polynésie de la publication par Disclose en mars 2021 de l'enquête toxique? Est-ce que l'on peut dire que ça a été un nouveau départ dans, dans les discussions en Polynésie autour des essais nucléaires? Et puis, deuxièmement, une question plus générale. Qu'attendez-vous des travaux de notre commission d'enquête, s'il vous plaît? Et puis, bien évidemment, tout d'abord, pourriez-vous commencer par vous présenter et présenter votre association? Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole pendant 10 minutes et après, nous procéderons à un échange. Merci encore de votre présence. Je prends la parole. Allez-y. Ok. Marou Yaorana, le président, mesdames et messieurs les membres de la commission d'enquête, Myriama, madame la rapporteure, Yaorana Tato. Voilà, par rapport au livre toxique, ce n'était pas une surprise pour la population et pour les associations. On sait qu'il y avait quelque chose de cette ampleur-là et que il fallait à un moment donné des écrits, on va dire, de chercheurs, de journalistes compétents qui amènent le sujet à un niveau qui ne soit pas simplement qualifié de passionnel, même certains, pour reprendre les mots d'une ancienne responsable de l'armée ici, qui disait qu'on était en plein fantasme. Et Toxique a apporté une réponse scientifique, journalistique, et dont on attend toujours la réponse du CEA. Parce que le CEA disait que Toxique est complètement... Voilà, ce sont des choses déjà connues et que le CEA allait répondre aux recherches et aux conclusions de Toxique et on attend toujours. Voilà, donc pour commencer. Mais voilà, j'aimerais bien donc lire ce que j'ai écrit et qui donne un peu le temps de l'association 193 et de ses membres et des populations civiles en général que nous rencontrons. En Polynésie française, il n'y a aucune centrale. On ne vous entend plus. Il y a un problème de connexion de votre côté à vous, mais Madame Normand, a priori, nous entend. C'est vrai. Ouais. Si la connexion est compliquée, c'est peut-être à cause de l'image et du son en même temps. Peut-être que vous pouvez couper l'image et garder le son, bien évidemment. Je ne sais pas si vous m'entendez, Père Auguste, mais... Voilà. Moi, je vous entends bien et je vous vois bien. D'accord. Mais on n'est pas dans la même pièce. Mais vous êtes l'un à côté de l'autre? Non. Non, d'accord. Bon. Peut-être que... Ça y est. Ah voilà, ça y est. Allez-y. Donc vous étiez en train de nous présenter l'association. Voilà. Okay. Dans 46 atmosphériques entre 1966 et 1974. Et comme pour toute comparaison relative et explicite à la fois, 41 essais aériens, si l'on retire les 5 essais dits techniques, sont l'équivalent de près de 700 fois la puissance de la bombe de Hiroshima. 700 fois la puissance de la bombe de Hiroshima. Soit comme 2 explosions nucléaires aériennes par semaine durant 8 ans. Cela malgré le moratoire de 1958
signé par les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne, interdisant les tirs atmosphériques. C'est donc en toute connaissance de cause que l'État français a imposé ses essais nucléaires en Polynésie. Or, le CEA avait tous les éléments pour se rendre compte dès le premier tir, le 2 juillet 1966, qu'il ne maîtrisait pas tout, et encore moins les aléas météorologiques. On peut citer le rapport du docteur militaire Millon, alors au Gambier. Je le cite. Il serait peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels de façon à ne pas perdre la confiance de la population qui se rendrait compte que quelque chose lui a été caché dès le premier tir. À partir de décembre 1966, soit 6 mois après le premier tir, les prêtres catholiques qui vivaient au Gambier commencèrent à noter dans les registres des baptêmes les trop nombreux décès infantiles pour une population de moins de 500 habitants. Et le constat est celui-ci, presque toutes les familles mongaréviennes seront touchées par ces décès infantiles. Qu'en est-il de ces victimes non considérées par la loi Morin? Et les habitants des Gambiers ne sont pas des cas isolés. La minimisation permanente, encore aujourd'hui, de certains organismes financés par l'État ou de certains discours politiquement corrects, des conséquences sanitaires et environnementales de ces 193 essais nucléaires est aussi grave que l'époque dite du dogme des essais propres. Au sein de l'association 193, nous la qualifions de véritable négationnisme. Comment voulez-vous retrouver la confiance des Polynésiens lorsque près de 700 fois la bombe de Hiroshima ont gravement contaminé le ciel polynésien et ses habitants et qu'on vienne à chaque fois leur dire, je cite le CIVEN, il est ainsi établi que compte tenu des conditions concrètes de son éventuelle exposition, monsieur un tel ou madame une telle, ne peut avoir reçu une dose moyenne de rayonnement ionisant due aux essais nucléaires français qu'inférieure à la limite de dose efficace. Alors même que cette personne remplit toutes les conditions prévues par la loi Morin. C'est ainsi que plus de la moitié des dossiers des victimes ou d'ayants droit se voient notifier le rejet de leur demande par le CIVEN. Comment voulez-vous retrouver la confiance des Polynésiens lorsque d'une manière systématique, le CIVEN rejette toutes les demandes des victimes ou des ayants droit nés à partir du 1er janvier 1975, alors même que la loi Morin permet de prendre en considération toutes les personnes nées jusqu'en 1998 et que ces dites personnes nées après 1974 remplissent toutes les conditions prévues par la loi Morin, comme si toute la pollution radioactive des quelques 700 fois la bombe de Hiroshima que représentent les essais aériens, d'après le CIVEN, s'était évaporée au 31 décembre 1974. Comment voulez-vous retrouver la confiance des Polynésiens lorsque, d'une manière méthodique, le CIVEN vient à nier l'évidence même au nom d'un calcul où les incohérences d'analyse sont multiples? Entre les habitants d'une même île, par exemple, 50% de dossiers de demande d'indemnisation seront déclarés favorables et d'une manière systématique, 50 autres pourcents sont rejetés, alors même que les dossiers rejetés remplissent toutes les conditions de la loi Morin. Les raisons budgétaires ne font-elles pas partie intégrante du choix du CIVEN? Nous ne parlons même pas des 110 000 victimes potentielles révélées par les auteurs du livre Toxique concernant le tir Centaure en 1974. Qu'en est-il alors des autres tirs aériens? Mais la réalité est tout autre, non plus face au dogme des essais propres, mais à celui du dogme des 50-50. En 2024, aujourd'hui, sur une population de 280 000 habitants, la Caisse de prévoyance sociale recense chaque année près de 1000 nouveaux cas de cancer pour une si petite population, dont 600 listés radio-induites. Cette triste réalité sanitaire d'aujourd'hui
n'existait pas avant les essais nucléaires, proportionnellement parlant, bien évidemment. Bien sûr que les concerts ne datent pas des essais nucléaires français. Une réplique si facile qu'on nous répète afin de dénigrer la réalité. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Polynésie est malheureusement un destin écrit d'avance. Je cite le professeur Jean Rostand. En détériorant le patrimoine héréditaire humain, on fait peut-être pire que de tuer des individus. On abîme, on dégrade l'espèce. On met en circulation de mauvais gènes qui continueront à proliférer indéfiniment. C'est non seulement un crime dans l'avenir qui est ainsi perpétré, mais un crime vivant qui s'entretient de lui-même. Ce crime vivant qui s'entretient de lui-même n'existait pas avant les essais nucléaires français. Mais si cette réalité ne serait-elle pas déjà une réponse à ces études dites de maladies transgénérationnelles qui nous manquent tant? Mais comment entamer de telles études lorsque l'Institut du concert de Polynésie française, créé depuis le 1er janvier 2022 seulement, assure parmi ses missions la gestion du registre des concerts? Qui peut croire que de tels registres n'aient pas existé avec 193 essais nucléaires? Personne. Mais plutôt, quel intérêt a l'entité détentrice de tels registres de ne pas vouloir les communiquer? La condition sine qua non pour initier les études dites de maladies transgénérationnelles est le retour au FENUA de ces fameux registres de cancer dont le ministère de la Défense a en sa possession. L'ouverture louable en soi des archives des essais nucléaires en Polynésie doit permettre cela. Alors seulement on pourra comprendre ce qui se passe réellement au FENUA. Depuis la création de l'association 193, une nouvelle donne s'est imposée dans la conscience politique et générale des populations polynésiennes. Auparavant, on considérait quasiment que les seules victimes des essais nucléaires ne pouvaient être que les travailleurs directement impliqués sur les sites de Mourouroa et de Fangataufa. Cela arrangeait bien l'État d'une certaine manière, et certaines associations peut-être. Or, les grandes oubliées de cette histoire des victimes des essais nucléaires, ce sont surtout les populations de tous les archipels, de toutes les îles, de tous les districts que forme la Polynésie française. Chose qu'on pressentait plus ou moins, mais qu'on n'osait pas vraiment le dire, car cela voudrait dire que la responsabilité de l'État devrait être engagée par rapport à l'ensemble de ce FENUA et non plus seulement face aux seuls travailleurs des sites nucléaires. Une autre donne aussi importante est à tenir compte. Avec l'organisation par l'Association 193 en 2016 d'une pétition qui pouvait aboutir à un référendum local, puisque le statut de notre pays le permet, de notre territoire le permet, à propos des conséquences des essais nucléaires, on entretenait alors politiquement ce genre de propos. Les antinucléaires ne peuvent être que indépendantistes. Et cela arrangeait bien l'État, comme les partis autonomistes du territoire. Mais lorsqu'à l'issue de cette pétition, on recueillit plus de 55 000 signatures des personnes en âge de voter, soit par comparaison 10 millions de personnes en France métropolitaine signeraient cette pétition. Une personne sur 4 en âge de voter. On prit alors conscience que le silence imposé, d'une manière ou d'une autre, depuis des décennies, pouvait être un temps révolu. Et c'est une bonne nouvelle pour notre FENUA. Ce silence imposé, cette forme entretenue de passivité complaisante, ce poids pesant d'une complicité non dite entre l'État français qui a imposé ses essais nucléaires et des Polynésiens qui ont travaillé directement au projet nucléaire de la France, ces fameuses compensations annoncées par le général de Gaulle. Heureusement que certaines figures de notre FENUA n'ont jamais accepté cela comme un fait irrévocable. L'histoire leur donne raison.
Je veux ici parler de M. Oscar Temari. Au-delà des souhaits émanant de l'association 193, qui réclame de profondes réformes de la loi Morin, et je vais simplement citer les points les plus importants, Madame Normand pourra les expliciter. Le premier point, c'est le seuil dosimétrique de 1 millisievert. Deuxième point, l'extension de la liste des maladies radio-induites. Troisième point, la réalisation d'études sur les maladies transgénérationnelles. Quatrième point, autre modification de la loi d'indemnisation par rapport surtout à la date butoir de 1998. Mais au-delà de ces 4 points de revendication, je voudrais ici conclure en soulignant que la juste réparation attendue par les victimes et les ayants droit des essais nucléaires ne peut se réaliser vraiment sans une demande de pardon de la part de l'État français, qui à nos yeux est seul responsable de ces 193 essais nucléaires. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci monsieur. Est-ce que madame la vice-présidente, vous voulez rajouter quelque chose avant de passer aux questions de madame la rapporteure? Non, ça va. Très bien, merci. Merci. Dans ce cas, sans plus attendre, je passe la parole à madame la rapporteure pour les premières questions. Merci. Yorana Inakoto. Merci Père et merci Léna d'avoir répondu à l'invitation. Vous ouvrez le bal des auditions. On va passer tout de suite aux questions. Donc, j'aurais souhaité que vous présentiez les actions, les activités principales de l'association 193 pour mes chers collègues qui sont présents. Léna, je te laisse la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'enquête, Madame le rapporteur, bonjour. Donc, brève présentation de l'association. C'est suite au constat d'un réel problème dans notre pays, où le fait nucléaire et ses conséquences, notamment sanitaires, manquaient à être reconnus, voire même connus, que le mensonge d'État perdurait, que les grands oubliés, comme les laissés sur le bas-côté, que sont les populations civiles des 5 archipels du Fénois. Donc, un groupe d'amis a décidé en août 2014, il y a 10 ans, de créer l'association 193, apolitique aux valeurs chrétiennes et dont le fonctionnement s'opère dans le respect des dispositions de la loi 1901. Son objet social, il se décline en 6 grands volets: un devoir de mémoire avec la commémoration du premier tir le 2 juillet 1966, un devoir d'enseignement, que le programme scolaire aborde cette période, mais également formation des enseignants, un devoir d'unité en apportant le soutien aux populations démunies et en soutenant toute action locale, nationale et internationale relative à la thématique, un devoir de justice. Donc, comme a été abordé, la demande de pardon par l'État accompagnée de réparation, et donc la modification de la loi Morin, le référendum, et surtout le devoir de solidarité de par l'accompagnement des populations dans la démarche d'indemnisation. L'association est présente dans les 5 archipels au moyen de sections et de référents bénévoles. Et comme quasiment toute association, l'on vit de la générosité des membres. Voilà en gros le portrait de l'association 193. Merci Madame la première vice-présidente. Concernant donc l'association 193 qui accompagne les victimes, vous avez aujourd'hui un nombre de victimes et disons de familles que vous avez accompagnées depuis le début de vos activités? Les statistiques effectivement donc de l'association 193, près de 1000 familles accompagnées avec 600 dossiers expédiés et à ce jour, on recense près de 200 décisions favorables, mais avec autant de décisions défavorables. Donc là, ça regroupe aussi bien les victimes que les ayants droit. Ce qu'on peut dire,
c'est qu'au niveau des décisions défavorables, mais bon, là, peut-être on l'abordera lors d'une autre question, c'est que, donc là, si la loi permet la constitution du dossier jusqu'en 1998, pour autant, et comme ce que notre président l'a abordé, systématiquement, toutes les personnes aux périodes de séjour et donc de naissance également, post-74, ben, se voient systématiquement rejeter leur dossier. Mais il y a une information importante à souligner, c'est que l'association 193 accompagne essentiellement les populations civiles, parce que pour rappel, si au début, il y avait une période à risque et donc seuls les anciens travailleurs pouvaient prétendre à l'indemnisation, depuis 2013, toutes les populations des 5 archipels donc, peuvent prétendre à l'indemnisation et c'est essentiellement le type de population que l'on accompagne. Merci. Donc, pour une parfaite compréhension de mes chers collègues ici présents, les tirs atmosphériques se sont déroulés donc de l'année 66 à 74, ce qui explique, enfin, ce qui n'explique pas, mais en tout cas, ça éclaire le fait que le CIVEN pose des difficultés dans l'acceptation des demandes dont les personnes sont nées après 1974, au moment donc des tirs souterrains. Ma question suivante, donc, pour éclairer aussi un petit peu la commission, vous parlez d'ayants droit, Madame Normand. Pouvez-vous expliquer rapidement comment les ayants droit peuvent demander indemnisation, s'il vous plaît? Donc, dans la mesure où leurs ascendants répondait aux 3 conditions légales, c'est-à-dire avoir séjourné en Polynésie entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 et avoir développé une des 23 maladies reconnues radio-induites. Donc, les ayants droit peuvent constituer un dossier. Donc, qui est qualifié d'ayant droit? C'est donc soit le conjoint survivant ou alors la descendance mais majeure ou les collatéraux ou alors les parents s'il n'y a pas de conjoint et s'il n'y a pas de postérité. En revanche, la loi aujourd'hui, elle fixe une date butoir de constitution de dossier, à savoir que si le malade donc, est décédé avant décembre 2018, aujourd'hui, la loi prévoit la constitution du dossier au 31 décembre 2024. Si le malade est décédé après la réforme donc, de 2018, la famille, les ayants droit, disposent de 6 ans. Le dossier doit être constitué au 31 décembre de la 6e année suivant le décès. Et nous, derrière, on avait dit, mais pourquoi fixer une limite temporelle aux ayants droit, notamment lorsqu'on connaît la configuration de la Polynésie, l'étendue des 5 archipels de la Polynésie égale à l'Europe, et où il y a tout un travail à faire encore de sensibilisation. Donc, d'aller à la rencontre de la population. Et c'est pour ça qu'on demande la suppression de cette date butoir. On entend par-ci et là que c'est pour des raisons budgétaires, mais voilà, c'est encore une énième injustice. Oui, est-ce que vous pouvez présenter une typologie de victimes des essais nucléaires? Est-ce que ça existe? Existe-t-il un profil type des victimes des essais nucléaires au sein de la population civile, bien sûr? Alors, comme je le disais tantôt, la loi prévoit donc que sont éligibles toutes les personnes qui répondent aux 3 conditions légales, donc de temps, de lieu et des maladies. Maintenant, qu'est-ce que vous entendez par victime? Donc là, peut-être il y a aussi une notion à définir. Qui est considéré comme étant victime? Parce que au regard de l'association est victime, mais toute personne qui au moins a séjourné en Polynésie pendant cette période, mais pour être cohérent avec notre demande de suppression du 1 millisievert qui ne tient pas, qui n'est qu'une mesure administrative, c'est donc toute personne qui présente un des cancers radio-induits à aujourd'hui,
mais également les maladies oubliées. Pour revenir par rapport au regard du CIVEN, pour le CIVEN, de par les rejets du coup que l'on reçoit, le profil type, il faut avoir séjourné en Polynésie entre 66 et 74, c'est-à-dire uniquement durant la période des tirs atmosphériques, mais et encore, parce qu'ensuite, ils imposent et ils opposent donc le seuil dosimétrique de par une zone que eux, ils ont décidé que là où il y a eu des retombées. Si l'on prend par exemple que le tir Centaure pour Tahiti, c'est essentiellement par rapport, pour ne pas dire exclusivement par rapport au tir Centaure, 17 juillet 74, où selon le CEA, il n'y aurait eu des retombées que sur la côte est, donc à partir de Mahina jusqu'à la presqu'île. Mais les recherches de toxiques, donc de disclose avec Sébastien Philippe, en faisant les remodélisations, c'est tout Haïti qui a été contaminé, plus les îles sous le vent. Il y a eu d'autres tirs où les archipels et les marquises ont aussi subi des retombées. Mais la loi elle-même, elle reconnaît qu'il y a eu des retombées sur l'ensemble des archipels. Donc, voilà un peu le type de profil. Ça dépend qui on qualifie de victime pour nous, pour l'association, c'est tout le monde, tous ceux qui ont été ici en Polynésie. Mais par rapport au CIVEN, ben, le profil type est arrêté de par les études du CEA et le seuil dosimétrique que l'on conteste évidemment. Merci. Je vais passer la parole à nos collègues députés, membres de la commission. Et j'ai Jean-Paul Lecoq d'abord, qui veut poser une question, puis M. Gonzalez. Oui. Alors, M. Lecoq d'abord. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous avoir exposé la situation. Alors, comme j'ai plein de questions, je vais dire une question à l'intérieur de laquelle il y aura plusieurs sujets. Moi, j'ai découvert la bombe atomique parce que j'ai rencontré des Hibakusha et qui m'ont expliqué, ces victimes japonaises, les conséquences pour eux et pour leurs familles et pour tous ceux qui vivaient à Hiroshima et Nagasaki, des retombées et des conséquences de la bombe atomique. Donc je pense que vous avez peut-être un lien avec ces victimes de la bombe atomique. Et comme il y a le recul et comme il y a eu l'analyse, l'étude et tout par le gouvernement japonais, peut-être que l'on a des éléments qui pourraient nous aider à comprendre les choses. Ma question tournera aussi autour des revendications que vous avez. À un moment donné, vous avez cité la notion de référendum. Je suis assez intéressé à savoir quel est l'objet de cette question de référendum que vous avez comme revendication. Et la troisième et dernière question, parce que mes collègues en ont plein et donc ils vont venir compléter, je pense, c'est la question des différentes générations. C'est-à-dire, les Hibakusha nous expliquent que des malformations de bébés et tout, ça peut arriver sur la deuxième ou la troisième génération après ceux qui ont été victimes directes. Est-ce que vous avez déjà identifié des situations de ce niveau-là au niveau de la population polynésienne? Merci. Je commencerai par la dernière question. L'association Mauro et Tato a recueilli énormément de témoignages de travailleurs directs sur les sites de Whangataufa ou de Mauro qui, dans leur propre famille, ont vu des enfants mal formés ou beaucoup d'enfants décédés à la naissance. Et donc là, l'association Mauro et Tato peut fournir ces centaines de témoignages. Ça a été le travail de Bruno Barrio et avec Roland Oldham et John Doom au tout début de la création de cette association. Et bien sûr que dans beaucoup de familles, on trouve d'anciens travailleurs directement sur les sites. On trouve énormément d'enfants handicapés ou de décès d'enfants à la naissance. Là, il y a quelque chose qui nous interpelle, bien sûr, à ce niveau-là. Au Grandier, par exemple, d'où je suis natif,
les prêtres, comme je disais, ont noté quelques mois à peine après le premier tir que beaucoup de mamans perdaient leur enfant. Et toutes les familles des Gambiers, j'ai la liste de toutes les familles des Gambiers touchées par au moins ce genre de situation. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se produit. Maintenant, par rapport aux générations à venir, là, il faut vraiment que ces études dites de maladies transgénération soient initiées dans notre phénomène. Et c'est quand même une grande question. Pourquoi, avec autant de tirs, le gouvernement local ou l'État n'ont jamais pensé à mettre en place de telles études? Et ça, on leur répond, enfin, on leur pose la question. Avec le gouvernement Fritsch, vers la fin du gouvernement Fritsch, et lors de la présence du docteur Sueur ici sur Tahiti, il avait commencé à révéler certains de ces constats comme médecin en pédopsychiatrie. Et il nous a confié à l'association 193, le docteur Sueur, que sur une moyenne d'une centaine d'enfants, au moins 80 enfants avaient des troubles au niveau du comportement, de troubles assez graves. Et le point commun entre tous ces enfants qui venaient de tous les archipels était le fait qu'un des grands-parents avait travaillé directement sur le site de Moruroa. Donc, c'était ce que le docteur Sueur nous a confié. Et il a fait un rapprochement avec ses séjours avant d'arriver en Polynésie. Il était dans les pays de l'Est suite à la catastrophe de Tchernobyl et il aurait remarqué la même chose parmi les enfants de certains hôpitaux. Et donc, bien sûr que nous attendons et que toutes les associations de l'île et comme toute la population, on attend ces fameuses études dites de maladies transgénérationnelles. Nous n'avons pas de lien direct avec les habitants de Hiroshima et de Nagasaki, à part quelques échanges, quelques correspondances, mais nous n'avons pas de lien officiel. Par rapport au référendum qui a recueilli plus de 55 000 signatures, ce référendum-là, le statut du territoire permet qu'on pose une question ou qu'on interpelle la population à partir d'un certain nombre à partir de nombre de pétitionnaires. Et donc, je rappelle que c'était en 2015-2016. On voyait bien que l'initiative entamée par 193 pour faire prendre conscience, pour dire que ce sujet du nucléaire ne concerne pas que les travailleurs, rencontraient des obstacles majeurs. Et donc, notre réflexe a été de ramener cette question au sein de la population et interpeller l'État sur la responsabilité de ce sujet. Et donc, parmi les questions, bien sûr qu'on allait aller sur le terrain de la responsabilité de l'État, sur ce que la population pense, on va dire, des conséquences de ces essais nucléaires. Donc, c'était en 2015-2016. Nous n'avons pas eu le temps de circuler dans tous les archipels. Rien que sur l'île de Tahiti et de quelques îles qui forment la Polynésie, nous avons recueilli plus de 55 000 signatures. On n'imagine même pas le nombre de pétitionnaires qui auraient pu participer si on avait eu les moyens d'aller dans toutes les îles de la Polynésie. Donc voilà quelques réponses à ces questions. Merci. Je passe la parole à M. Gonzalez. Merci, Monsieur le Président. Merci, Père. Merci, Madame la vice-présidente 193, pour cet exposé très clair. Et comme l'a dit notre collègue à l'instant, effectivement, les retombées de Tchernobyl ou des bombardements à Hiroshima et Nagasaki ont prouvé que c'était vraiment néfaste et que cela se reportait sur plusieurs générations des maladies et des malformations en particulier. Ce que je voudrais savoir, chez vous, cela doit se produire aussi, les malformations, vous l'avez expliqué, Père, très correctement. Est-ce qu'il est facile pour les victimes actuelles
de deuxième ou troisième génération qui ont certainement des maladies induites à ces essais nucléaires ou des malformations. Est-ce qu'il est facile de le faire reconnaître d'une façon médicale, tout simplement, ou est-ce qu'on peut vous accuser d'une façon très, très vexatoire d'ailleurs, de profiter d'une espèce d'effet d'aubaine, ce qui doit être terrible pour vous qui avez subi ces effets négatifs et qu'on vous reproche un peu par la suite peut-être de dire vous en profitez, mais non, ça ne vient pas de ces effets des essais nucléaires, etc., etc. Donc, question, est-ce qu'il est facile de faire reconnaître ces maladies et qu'elles proviennent bien de ces essais nucléaires? Merci. Allez-y, vous pouvez répondre. Madame Normand ou Monsieur le Président. Alors, je vais prendre la parole. Ce n'est pas simple pour la population. Déjà pour les adultes, qui pourtant répondent aux 3 conditions légales, de se faire admettre par l'État et se faire reconnaître, un bon nombre donc qui est exclu. Par rapport à ces enfants, les quelques données dont on dispose, ce sont ceux de notre caisse de prévoyance sociale qui, de par le fait de devoir financer justement, de prendre en charge tous les frais de soins, donc oui, recense depuis 85 par contre, uniquement, les enfants qui présentent une des 23 maladies, mais également qui présentent d'autres difficultés sanitaires, à l'instar des malformations. Parce que là aussi, il y a des enfants qui présentent des malformations, aujourd'hui, qui ne sont pas reconnus. Donc, il y a tout un travail parce que pendant des décennies, il y a eu la théorie des essais propres. Donc, aujourd'hui, de faire prendre conscience qu'il y a un lien possible avec les retombées radioactives, c'est pas simple. Et il y a eu toute cette omerta-là du politique, tant de l'État que de nos politiques locaux. Donc, il y a encore tout un travail de sensibilisation, de prise de conscience. Mais depuis la pétition, en toute humilité, depuis la pétition, on a quand même constaté que la parole s'est libérée. Au point même, justement, que les politiques, du coup, systématiquement, ils l'intègrent dans leur profession de foi, dans leur programme électoral. Mais non, Claire, ce n'est pas simple. Merci. Je passe la parole à M. Albertini, député de la Marne. Oui, merci Madame, Monsieur pour les explications que vous fournissez et qui sont particulièrement intéressantes. Moi, j'avais deux questions par rapport à la date butoir que vous évoquiez, Madame Normand, avec le CIVEM qui considère, si j'ai bien compris, mais dites-moi si je me trompe, qu'à partir d'une date certaine, toutes les personnes nées après cette date n'étaient pas reconnues avec un risque potentiel. Pourtant, la décroissance radioactive en fonction d'un certain nombre de critères qui sont bien connus, même pour des béotiens comme moi, nous savons que après un tir, ou que ce soit au Japon ou dans une catastrophe nucléaire comme Tchernobyl, la décroissance nucléaire est telle que les effets et les impacts sont considérables à moyen et à long terme. À ce titre, je suis allé consulter une étude épidémiologique qui a été réalisée en France dans le cadre, suite à 1986 et à Tchernobyl, sur l'évolution des cancers de la thyroïde sur une période longue qui a été prise avant, évidemment, l'accident nucléaire, la catastrophe nucléaire, c'est-à-dire 75, et qui a amené les études à analyser les conséquences sur les hommes et chez les femmes, en France métropolitaine en particulier, jusqu'en 1995. Et à ce titre, l'étude épidémiologique montre une augmentation importante des cancers de la thyroïde induite dans certaines régions et certains départements de France. Et je pense par exemple à un département que je connais bien, qui est la Corse, qui a connu le passage fort du nuage radioactif et qui en plus était lié à une consommation agricole locale qui a généré une consommation, une surconsommation, une autoconsommation d'une partie d'aliments, si j'ose dire, souillés par la radioactivité. Donc une fois ce constat fait, ma question est la suivante, elle est à double niveau. Avez-vous, au-delà des témoignages que vous évoquiez, Monsieur le Président, en particulier de médecins
médecins qui ont témoigné de malformations infantiles ou de décès d'enfants à la naissance ou peut-être même avant le terme. Est-ce que vous avez, au-delà de ces témoignages, des études épidémiologiques qui iraient dans le sens que vous évoquiez, avec une systématisation à la fois quantitative, qualitative, qui répondent à des règles statistiques, démontrant tout ce que vous évoquez et que nous entendons évidemment, de telle sorte que ça puisse porter non pas à discussion, mais à véracité par rapport à la situation que vous évoquez. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est au-delà de ce que vous évoquez d'un point de vue d'approche, avec toute la modération qui est la vôtre au regard des difficultés que vous rencontrez et que vous soulignez sur l'ensemble de la population, la deuxième est de savoir si, par rapport au CIVEM, vous avez intenté des actions juridiques, voire judiciaires, pour faire reconnaître des conséquences au-delà de la date qui était une date butoir, qui est celle de 1974. Je vous remercie pour vos réponses. Bon, je vais répondre à la première question et je laisserai Léna la deuxième question. Alors, par rapport à ces études, ben c'est ça la situation, il y a quelque chose d'étonnant. Aucune étude sérieuse en Polynésie n'a été menée vraiment sur les questions que vous posez. Et c'est quand même étonnant pour 193 essais nucléaires. Si ça vous étonne autant, ben, nous, les premiers, nous sommes là et nous restons dans le... Mais il n'y a aucune, à part quelques passages d'organismes où, par exemple, la CRIRAT a estimé que rien que le premier tir Aldébaran, le 2 juillet 1966, ben, la population des Gambiers a été contaminée 1000 fois plus que les populations touchées par Tchernobyl. Rien que le tir de Aldébaran. Et donc, c'est pour dire que, en fin de compte, si notre participation aujourd'hui, c'est de nous faire prendre conscience que nous n'avons pas eu une seule fois Hiroshima et c'est déjà de trop, ni une seule fois Nagasaki et c'est déjà de trop, ou ni Tchernobyl et c'est déjà de trop, mais nous avons vécu 193 essais nucléaires et surtout ces essais aériens qui ont contaminé toute la Polynésie. Donc, lorsque Mme Léna Normand disait que le CIVEN est capable de délimiter les retombées à partir d'un secteur et non pas d'un autre, et là, nous sommes dans l'étonnement parce que à cette période-là, les services météorologiques ne contrôlaient rien du tout. Je vous donne un exemple concret d'une personne que j'ai connue aux îles Gambier, qui a été reconnue victime des essais nucléaires par le CIVEN. Noir sur blanc dans son dossier, le CIVEN mentionne qu'il aurait reçu en moyenne près de 17 millisieverts. Et on peut vous communiquer le numéro de dossier de CIVEN de cette personne. Mais sur cette même île des Gambiers, je connais des habitants qui ont connu la même période et dont les dossiers ont été rejetés par le CIVEN. Des habitants des Gambiers qui ont été gravement touchés, et quand je parle des Gambiers, c'est un cas qui n'est pas un cas isolé, parce que toutes les îles voisines à Moruroa et Fangataufa, comme toute la Polynésie jusqu'aux Marquises et jusqu'aux Australes, connaissent la même réalité que les Gambiers. Donc, je reviens à cette question et je m'étonne avec vous également qu'il n'y ait jamais eu d'études sérieuses épidémiologiques sur ce sujet grave des conséquences des essais nucléaires. Maintenant, pour Léna, je te laisse concernant les recours au tribunal administratif. Oui, merci. Donc, par rapport à la deuxième question, il est important de souligner que si le cancer de la thyroïde figure dans la liste de la loi Morin, dans son décret, pour autant, ils réduisent encore à la condition qu'il faut que la personne ait été présente pendant la période donc, des tirs atmosphériques essentiellement, mais durant sa croissance. Donc, ça réduit d'autant. Donc, il faut qu'il ait été âgé de 0 à 15 ans. Donc, ça, c'est une chose.
Donc, par rapport aux recours, si on fait des recours contentieux, donc par rapport aux milicivaires, toutes ces injustices, il nous manque effectivement, et ça serait une voie possible, hein, des recours donc sur la voie judiciaire. On a été approché par un avocat, hein, de l'Hexagone. C'est une voie qui mériterait effectivement d'être explorée, mais voilà, pour l'instant, on est juste à la phase du contentieux. Merci. Je ne sais pas si je réponds pleinement à votre question. Si, très bien. Une question maintenant de Madame Raquel Garrido, députée de Seine-Saint-Denis. Maururu, président. Yorana, monsieur et madame Webe-Garson et madame Normand. J'avais deux questions à vous soumettre. La première concerne le degré de transparence d'une façon générale sur les aspects techniques des essais nucléaires et dans quelle mesure est-ce que toutes ces opérations sont encore ou pas couvertes par le secret défense. Est-ce qu'il y a un droit d'accès aujourd'hui de votre association et d'une manière générale du public à toute cette documentation, à toutes ces archives? Je ne parle pas seulement la question de santé spécifiquement, je parle vraiment plus globalement d'une connaissance plus fine de la réalité, de l'exécution, du côté opérationnel de ces essais. Parce qu'évidemment, ça pourrait avoir des conséquences pour comprendre mieux, évidemment, les conséquences sanitaires. Donc voilà, où on en est par rapport au secret défense, par rapport à l'accès global aux archives sur ces 193 tirs polynésiens. Et deuxième question, je suis interloquée par la question de la distance. Je me dis que nécessairement, compte tenu de la géographie de la Polynésie, ça ne doit pas être simple d'assurer une diffusion parfaite et aisée de tout simplement la procédure de dépôt de dossier. De s'assurer que les informations circulent, que les victimes ou les ayants droit soient informés correctement en temps réel, soient suivis, etc. Et donc, je me demande, alors je ne suis pas du tout connaisseuse de façon fine de la loi Morin, donc pardonnez-moi si ce que je dis et devrait déjà être dans ma culture générale, mais je me demande si dans la problématique de réparation de la loi Morin et des travaux du CIVEN, il y a cette question de la distance qui est prise en compte et de la difficulté en fait opérationnelle qui consiste à vouloir monter un dossier. Est-ce qu'il y a par exemple des fonds qui sont consacrés à tout simplement le fait de pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre pour remplir un dossier? Dans quelle mesure est-ce que la numérisation, parce que souvent, bien sûr, la numérisation, on songe que la numérisation peut répondre à un certain nombre de défis techniques de distance, mais parfois pas du tout. Donc, est-ce que cette problématique, qui est une réalité géographique de la Polynésie, a été prise en compte correctement dans cette démarche de vouloir s'assurer que les victimes et leurs ayants droit soient pris en compte et correctement dédommagés? Merci. Non. Donc, par rapport à la première question sur la notion de transparence, s'il y a eu des classifications des documents, pour autant, justement, ceux qui nous intéressent, même si vous avez dit que hormis l'aspect sanitaire, mais nous, c'est essentiellement ce qui nous intéresse, ils ne l'ont pas été. Hein. Dès lors qu'il y a des données qui nous intéresseraient, parce que comment la bombe a été constituée, ça ne nous intéresse pas. Et donc là est opposé des données proliférantes. En revanche, ce que demande l'association, ce sont les registres des cancers tenus par les militaires. Parce que pour rappel, jusqu'à 77, donc 76, la santé était de la compétence de l'État. Et puis, c'était les médecins militaires qui assuraient donc, la santé et le suivi des populations. Et donc, c'est eux qui détiennent des éléments et des informations très importantes pour nous, pour la population, pour comprendre déjà, et pour aussi bien pour les politiques et pour répondre à la demande
justement d'études épidémiologiques. Donc là, il manque clairement de la transparence. Il y a même encore il y a une opacité hein, qui demeure. Ensuite, par rapport à la distance, et là, on vous remercie hein, pour votre question. Comme je le disais tantôt, déjà que par rapport à la date butoir qui est fixée par la loi Morin pour les ayants droit, c'est effectivement, c'est pas possible parce que aussi grand, une étendue aussi grande que l'Europe, il faut aller à la rencontre de la population. Ça demande des moyens financiers, effectivement. Rien que pour aller, par exemple, aux Marquises, c'est quoi? C'est presque l'équivalent de 600 euros, 500 euros, 600 euros. Ensuite, il y a les frais de séjour. Donc, par rapport à l'aspect numérique, le Polynésien, ce n'est pas tout le monde hein, qui a, comment dirais-je, qui a mis, qui a des facilités avec le numérique. Il faut comprendre, le contexte de la Polynésie, il y en a qui sont sur des motos, où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet, il n'y a même pas d'électricité, ils vivent avec la nature. Donc, ce n'est pas accessible pour tous, en tout cas, sur l'aspect numérisation. Mais oui, on a besoin de financement. L'association demande des financements parce que la proximité, pour nous, elle est importante. Et il y a aussi cette barrière linguistique. Donc, de faire comprendre que tu as une maladie qui est reconnue radio-induite, tu as droit de déposer un dossier d'indemnisation. Donc, il faut faire comprendre qu'il y a un lien possible entre sa maladie et les essais nucléaires, quand bien même ça fait quelques années que les essais ont eu lieu. Il y a la démarche ensuite administrative et la difficulté de récupérer les documents. Parce que quelqu'un qui est dans les îles, les documents médicaux sont ici notamment au centre, aux archives de l'hôpital. Donc, ce n'est pas simple, effectivement. C'est pour ça qu'on demande du temps et des moyens humains et financiers. Père, si tu as des choses à rajouter. Ok. On continue alors les questions parmi les députés avant de revenir à Madame la rapporteure. Madame Mélin veut poser une question. Madame Mélin qui est députée des Bouches-du-Rhône. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous donner tout ce temps. Je crois que c'est très important. Question un petit peu subsidiaire et pourtant importante. Est-ce que régionalement, vous avez un registre des cancers? Dans le plan cancer français, donc les différents plans cancer, et maintenant dans la politique décennale, il est prévu de pouvoir avoir des registres régionaux du cancer qui en fait servent surtout de base épidémiologique, d'études épidémiologiques. Est-ce que cela a déjà été évoqué? Est-ce que c'est en route dans votre région et toute la région impactée, bien entendu? Non. Comme l'a dit dans ses propos notre président, on a depuis peu un institut des cancers hein, qui commence tout juste à recenser les données, mais qui date d'il y a très peu. On ne peut pas dire qu'on a un registre de cancer. Il commence tout juste à être constitué, donc de par des données récentes, mais et qui est en train de se construire. La CPS a des données sur des malades accompagnés depuis 1985. Depuis 2022, l'Institut du cancer travaille avec la CPS et c'est tout juste en train de se constituer. Mais les registres vraiment parlants pour la Polynésie, ce sont ceux détenus par l'armée et dont on réclame la restitution. Rappelez, Madame Normand, ce qu'est la CPS, s'il vous plaît. Moi, je le sais parce que j'ai lu, mais... Excusez-moi, c'est notre caisse de prévoyance sociale à l'instar de votre sécurité sociale. Voilà, c'est ça. Merci. Bien, y a-t-il d'autres questions? Non. Parmi les députés, non. Alors, je redonne la parole à Madame la rapporteure. Moi, après, j'aurai 2-3 questions aussi également. Non, allez-y, vas-y, je t'en prie. Alors, dans l'immédiat, donc j'ai 2 questions. Par rapport à ce qui vient d'être évoqué comme la distance, la répartition géographique des îles en Polynésie, les Polynésiens renoncent-ils beaucoup à déposer une demande d'indemnisation, même s'ils estiment avoir une maladie radio-induite?
Ça, et pour quelles raisons? Donc, on en a balayé quelques-unes, mais s'il y en a d'autres. Et la deuxième question, c'était plus par rapport à un sujet qu'on a évoqué avant. Est-ce que vous êtes au courant s'il y avait des moyens pour la population d'être informée des risques à l'époque, si c'était connu, et s'il y avait du matériel mis à disposition de la population pour effectuer des mesures par précaution? Alors, je voudrais répondre à ces deux questions. Les Polynésiens se découragent assez facilement, surtout lorsqu'on apprend, par exemple, d'une manière systématique que des dossiers sont rejetés, non pas en essayant de comprendre la situation de la victime, mais tout simplement au nom de calcul. Et donc là, maintenant, c'est assez répandu dans la population, comme quoi le CIVEN a tendance à rejeter d'une manière systématique toutes les personnes nées à partir du 1er janvier 1975, ou bien toutes les personnes qui avaient plus de 15 ans au moment des essais aériens. Là, ça commence à rentrer dans l'esprit des Polynésiens. Et donc, c'est assez décevant. Parce que si la loi Morin prévoit une possibilité d'être indemnisé jusqu'en 98, des personnes nées jusqu'en 1998, voilà, le CIVEN n'applique pas du tout. Et donc, pour les gens, il y a une raison à dire pesante. Il y a une autre raison aussi. Dans l'histoire de nos îles, beaucoup d'Iliens ont participé directement sur les sites des essais nucléaires, à Moruroa et Fangataufa. Il y a comme c'est pas dit comme ça, mais c'est presque, c'est comme une certaine complicité et donc une raison plus psychologique et morale du fait de certaines familles de ne pas vouloir entamer une procédure parce que soit le grand-père ou la grand-mère ou voilà, les parents ont travaillé directement et comme on aime à répéter, ben, le boom économique des îles, le boom économique de la Polynésie. Et donc, il y a comme une certaine forme de mal-être lié à la complicité. Et ça, c'est regrettable. Et donc, voilà pourquoi nous essayons à notre niveau de sensibiliser les populations à comprendre les blocages, les freins qui peuvent exister dans leur esprit. Et donc, voilà. Pour la distance, donc, il y a ces difficultés-là. Lina, est-ce que tu veux rajouter? Non, ça va. Alors, merci. Moi, j'avais au moins deux questions déjà. Pour la première, une à Monsieur le Président. Dans votre propos liminaire tout à l'heure, vous avez indiqué être toujours en attente d'une réponse du CEA à la suite de la publication de l'enquête toxique, qui a été un tournant dans les enquêtes sur les essais nucléaires. Or, la publication de cette enquête par Disclose en 2021 n'a pourtant pas manqué de faire réagir, comme vous le savez, faire réagir le CEA, car à l'époque, le directeur des applications militaires avait parlé même de légèreté en qualifiant l'enquête des deux journalistes, enfin du journaliste et du professeur. Et en 2022, le CEA a même publié un ouvrage sur les essais nucléaires en Polynésie. Pourquoi, comment et avec quelles conséquences? Et ces dernières publications a même conduit les auteurs de Toxic à actualiser leur enquête en 2023. Donc en fait, ma question, c'est quelle a été votre réaction à la suite de la publication du CEA en 2022, puisqu'il y a bien eu une réaction à la sortie du livre Toxic. Et une question... En rebond à la question de Mme Garrido tout à l'heure, une question à Mme la vice-présidente, puisqu'il me semble qu'à la suite du déplacement en Polynésie du président de la République, une mission de suivi des conséquences des essais nucléaires a été chargée ou devait être chargée d'aller à la rencontre des potentielles victimes pour améliorer le dispositif d'indemnisation. Savez-vous si un bilan a été tiré de cette mission? Merci. Je réponds par rapport à la position du CEA suite à la publication de Toxic.
En fin de compte, le CEA, et j'étais là au Gambier lorsqu'ils ont fait passer la réponse officielle à toxique. Le CEA n'a fait que rappeler ce que le CEA a toujours dit depuis des années, sans remettre en question réellement les analyses surtout de Philippe Sébastien. Et donc là, on n'est pas plus avancé avec le CEA. C'est le même discours que nous entendions depuis des années, et c'est un discours qui a été retravaillé, mais le fond reste le même. Il n'y a pas de problème. Les 193 essais nucléaires, en fin de compte, c'est une histoire du passé, et qu'il n'y a pas à revenir en arrière. C'est le même discours prononcé par le CEA aujourd'hui. Et donc, voilà ma réaction. Léna, je te laisse pour la cellule du HC. Donc, par rapport à la mission et à la cellule du Haut-Commissariat, donc, comme vous le soulevez, effectivement, il serait bien que cette cellule, et donc le Haut-Commissariat, publie ces données d'accompagnement, ces données, donc ces statistiques, et notamment par rapport au rejet. Parce que 50% donc, de dossiers sont rejetés. Et qu'est-ce qu'il advient justement de tous ces rejets? Parce qu'un dossier rejeté, c'est donner raison quelque part à l'application du 1 millisievert, c'est de dire à la personne, ben, finalement, ta maladie n'est pas liée aux essais nucléaires. Et ne pas accompagner justement au contentieux, donc en justice, c'est aussi alléger le travail qui devrait être mené par le CIVEN. Ça fait des dossiers de contentieux en moins à traiter par le CIVEN, et ça continue de nourrir la théorie des essais propres en disant que ta maladie n'est pas liée aux essais nucléaires. Donc, on est en attente également des statistiques du Haut-Commissariat qui, logiquement, devraient afficher également 50% de rejet, parce que sinon, on se poserait des questions. Mais vous ne savez pas s'il y a eu une mission qui a été chargée de recentrer ou d'aller chercher en quelque sorte les victimes potentielles à travers l'archipel? On sait qu'ils se déplacent, qu'ils vont à la rencontre de la population sur des moyens donc, de financement public, mais après, en termes de retour, à aujourd'hui, on n'a pas les éléments. Du moins, enfin, ils n'ont pas été médiatisés. Merci. On parlait de transparence tout à l'heure. Donc, beaucoup de documents ont été déclassifiés par le ministère de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en 2013, qui a été un tournant là aussi dans la déclassification des documents. Et il y a une commission d'ouverture des archives des essais nucléaires en Polynésie française qui a été installée longtemps après, en 2021. Mais est-ce que vous avez des relations directes avec cette commission? Est-ce que vous l'avez déjà saisie? Est-ce que vous la saisissez régulièrement pour obtenir des documents? S'il vous plaît. Non. Non. C'est-à-dire pas de lien, pas de contact avec cette commission. Et vous ne pouvez pas la saisir? Vous n'avez pas de relation avec elle ou de... Non, nous n'avons pas de relation avec la commission. Et par contre, on a des retours de certains qui ont eu accès. Notamment, il y a le professeur Jean-Marc Regnault qui publie de nombreux ouvrages en Polynésie. Et donc, il relate également la difficulté d'accéder réellement aux archives. Et dernièrement, un des doctorants polynésiens a voulu rapporter ses travaux. Et il relate également la grande difficulté d'avoir accès au moins à certains documents et à certaines demandes de recherche. Donc voilà. Mais l'association 193 elle-même n'a pas de lien direct avec. Très bien, merci. Je redonne la parole à Jean-Paul Lecoq, député de Seine-Maritime. Oui, le débat nous invite à rebondir. Moi, je voudrais savoir ce qui a été mis en œuvre depuis la loi Morin pour faire connaître les droits aux Polynésiens. Et est-ce qu'on a la garantie que tous les Polynésiens ont l'information par un service public, etc., de leurs droits
et de la manière dont ils peuvent les faire valoir, ou est-ce que c'est seulement vous, association, qui faites ce travail-là parce qu'il n'aurait pas été fait par les services de l'État? Alors, c'est principalement par les associations antinucléaires. La position de l'association Mauro et Tato, parce que c'est une association quand même historique et bien ancrée dans le paysage polynésien, c'est tout simplement qu'on refasse une autre loi, que la loi Morin, à proprement parler, elle est inefficace. Et donc, l'association Mauro et Tato demande à ce que cette loi soit supprimée et qu'on crée une autre loi. À l'association 193, nous disons que il faut améliorer cette loi, et notamment par rapport à son application par le CIVEN directement. Et les Polynésiens entendent parler de cette loi dite de la loi Morin au travers surtout des associations. Mais il n'y a pas un service légal dans le pays ou qui viendrait à expliquer. Donc les Polynésiens découvrent et rencontrent et comprennent et nous interpellent par rapport à la loi Morin. Et donc, voilà, c'est principalement au travers de ces deux associations, Mauro et Tato et 193. Moi, j'aimerais rajouter par rapport justement aux outils. Il y a quelques années, l'association avait pour projet de réaliser une petite vidéo qui serait diffusée via justement les chaînes télévisées et puis les ondes radio. Donc, on a saisi toutes ces entités et en fait, il nous a été répondu que ce n'était pas possible parce que ça ferait office de propagande. Alors que pour autant, il y a une loi. Donc, c'était juste pour faire un petit spot pour dire que voilà, si tu as séjourné en Polynésie, enfin, pour rappeler les 3 conditions légales, et si tu souhaites constituer un dossier, l'association pourrait t'accompagner. Alors là, c'était le veto total, parce que sinon, ce serait de la propagande. Parce qu'aller à la rencontre de toute la population, et en plus qui ne sont pas desservis, tous les atolls et les îles ne sont pas desservis par voie aérienne, alors que la télé arrive et puis est diffusée sur l'ensemble des 5 archipels. Ensuite, donc, on a également demandé à ce qu'au moins dans les centres médicaux, les dispensaires, il y ait des affiches qui soient placardées. Donc, ça aussi, c'est bon. Maintenant, le discours, il est un peu plus libéré, mais toujours est-il qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour justement diffuser l'accès au droit, ne serait-ce que ça. Merci. Je redonne la parole pour les dernières questions à Madame la rapporteure. À moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle. Alors, Madame la rapporteure. Oui, alors je vais juste répéter une question à laquelle vous n'avez pas répondu. En tout cas, on ne vous a pas laissé répondre. C'était sur les moyens à l'époque dont la population a été informée, ou en tout cas, est-ce qu'il y avait des dispositifs, du matériel mis à disposition de la population pour effectuer au moins des mesures pour ou se protéger, ou est-ce qu'il y a eu des abris qui ont été construits ou élaborés donc dans toute la Polynésie? Ça, c'est ma première question. Et j'aimerais bien que Madame Normand aussi puisse, pour les dernières minutes qui nous restent d'audition, nous résumer le parcours du montage, en fait, le montage d'un dossier de demande d'indemnisation, et aussi ensuite, une fois qu'il est déposé, qu'est-ce qui se passe en fait pour la victime qui n'est pas encore victime, en tout cas le malade, jusqu'à la réponse du CIVEN où oui, vous êtes victime, ou non, vous ne l'êtes pas. Voilà mes 2 questions. Merci. Bon, pour la première question, je ne peux parler que des Gambiers, qui était un des sites de base arrière de Mauro et Fangataufa. Au Gambier, il y avait un abri pour la population qui était fait que de tôles très légères et un véritable blockhouse pour les militaires les plus haut gradés.
Et donc, il n'y a aucune mesure, aucune prévention de type à prévenir, si ce n'est l'invitation à la population de s'y rendre lorsqu'il y avait un essai aérien. Et donc, à ma connaissance, on n'a jamais entendu de témoignage ici et là, comme par exemple sur l'île de Toureia, qui est l'île la plus proche et qui était l'île habitée. À aucun moment on distribuait des mesures pour les dosimètres, par exemple. Mis à part quelques travailleurs sur l'île de Moruroa et de Fangataufa, mais les populations en général, il n'y avait pas de mesures particulières de protection. Il n'y en avait pas. Donc voilà. Je rebondis, Père, s'il te plaît. Donc, pour le tir, pour les autres archipels, il n'y avait pas de, il y avait des abris ou pas, parce que pour le tir Centaure, par exemple, le nuage est parti dans un sens inattendu, c'est-à-dire vers les îles les plus peuplées. Il a mis 48 heures pour arriver sur les îles de la Société. Est-ce qu'à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des précautions ou des informations pour protéger la population de ce nuage qui est arrivé? Une information n'a été envoyée aux populations à l'arrivée de ces nuages qui, 48 heures, allaient. Et même pour les autres retombées reconnues par le ministère de la Défense, aucune information aux populations. Principalement la presqu'île qui était le grenier de l'île de Tahiti, où la production laitière, où les légumes, où toute l'île principale de Tahiti était nourrie par la presqu'île. Et donc, aucune information n'était envoyée. C'était on dit le silence total et ils n'avaient pas intérêt, je crois, à l'époque, de prévenir les populations de quelque chose dans ce sens-là. Et je crois que c'était le même rapport du docteur Millon lors du premier tir, qui fait froid quand même et qui nous dit qu'il y avait quelque chose d'intentionnel, d'imposé. Nous avons intérêt à minimiser les chiffres afin que les populations ne s'inquiètent pas de ce qui se passe. Là, ce sont les écrits du docteur Millon envoyés aux îles Gambier durant le premier essai aérien. Donc, que ce soit pour Centaure ou pour tous les autres essais, aucune information n'a été envoyée aux populations. Merci, Je poursuis Père. avec l'autre question. Oui, s'il te plaît. Voilà, il nous reste quelques temps. Si tu peux expliquer un petit peu, puisque l'association, c'est son cœur d'activité d'accompagner les malades, donc de nous résumer le parcours. Oui, donc les grandes étapes. Donc, on a abordé déjà qu'il faut aller à la rencontre de la population pour expliquer la démarche. Et une fois que la personne accepte, donc on passe à la constitution du dossier. Donc, c'est la première étape. Recueillir, donc par rapport à, donc il y a la constitution du dossier, ensuite il y a la phase d'audition, s'en découle donc la décision favorable ou défavorable. Donc, si vous permettez, je vais un peu détailler chacune des étapes. Donc, à la constitution du dossier, notamment quand la personne a résidé en plusieurs endroits, c'est une des difficultés rencontrées. Parce que le lieu de résidence au moment des retombées recensées par le CEA, donc il est important de déterminer, notamment pendant la période des tirs atmosphériques. Ensuite, le dossier est expédié. Une fois qu'il y a la complétude, donc il y a l'audition. L'audition, c'est un droit qui est donné donc à tout demandeur où le CIVEN appelle. Et donc là, on souligne qu'avec le décalage horaire, les victimes sont interrogées à partir de 3h30, 4h du matin, à raison de 10 minutes. On a essayé de faire décaler les heures, mais voilà, les victimes n'avaient pas d'autre choix que de s'y plier. La décision, la réponse donc intervient ensuite dans les 3 semaines. En cas de réponse favorable, il y a un expert donc qui est missionné. Donc depuis l'année dernière, il y a 2 ans, maintenant ce sont des experts de la place
Et là, c'est une grande phase, c'est une période un peu particulière et douloureuse pour la victime. Et là, vraiment, l'accompagnement est essentiel parce que d'une part, il faut expliquer ce qu'il attend durant la période, enfin, durant l'expertise et d'expliquer la nomenclature d'un TIAC. Le vocabulaire déjà, qu'est-ce qu'un préjudice, voilà, fonctionnel, etc. Donc, l'accompagnement, il est essentiel. Mais durant cette phase préparatoire, justement, la victime, comment dirais-je, revit sa souffrance, donc tout ce qu'elle a traversé, parce qu'à travers l'expertise médicale, il doit détailler, raconter un peu le film de sa vie, avant la maladie, le jour de la déclaration, et ensuite toutes les séances, tout le traitement subi. Et pour détailler le préjudice fonctionnel, c'est pas simple. L'expertise intervient, ensuite il y a le pré-rapport qui est transmis par l'expert, donc au malade et à l'association, pour une phase de contradictoire. S'ensuit après le rapport définitif transmis au CIVEN, puis l'indemnisation. On est d'accord qu'aucune somme d'indemnisation ne va ramener la santé ou la vie de la personne. En cas de rejet, donc si le CIVEN prononce un rejet, l'association accompagne également donc, au tribunal, moyennant donc un avocat qui est requis, puisqu'on est en plein contentieux. Et l'association fait également le relais entre les familles et puis donc l'avocat sur l'aspect administratif. Donc voilà un peu les grandes étapes de la demande d'indemnisation qui n'est pas simple pour tous, mais l'association, je rappelle, est bénévolement présente à chacune de ces étapes. Merci beaucoup, Léna. En moyenne, combien dure l'instruction d'un dossier, s'il te plaît? Alors, le décret prévoit qu'à partir du moment où le dossier est réputé complet, le CIVEN dispose de 8 mois pour donner sa décision. Et ensuite, pour les phases d'expertise, le décret prévoit 2 mois, mais des fois, voilà, les délais ne sont pas respectés. Donc, on est facilement, en cas d'une décision favorable, en tout cas, on est facilement à 12 mois, à 1 an et plus. Et dans le cas d'un contentieux, c'est chacune des étapes. Délai de 2 mois à compter de la notification pour aller au TA, et ensuite la cour d'appel, et ensuite au Conseil d'État. Donc là, on est à plus, on est à près de 2 ans, si ce n'est pas plus. Bien, nous avons une dernière question d'une députée, Madame Claire Guichard, députée des Hauts-de-Seine, veut poser une question. Oui, bonjour madame, je reviens sur ce que vous disiez sur la recherche des dossiers, puisque visiblement, et ça se faisait souvent en Outre-mer, c'était les médecins militaires qui géraient les dispensaires. Mais est-ce qu'il y a une enquête sur la transmission orale? Parce que je pense que dans ces dispensaires, il y avait aussi des locaux, comme ça se fait toujours. Je suis d'Outre-mer, donc je vois bien comment fonctionnaient les dispensaires et les hôpitaux militaires. Est-ce qu'il y a une recherche sur la transmission orale ou des lettres qui auraient été écrites? Est-ce qu'il y a eu un appel? Parce que peut-être qu'il y a des archives sur l'île et qu'il faudrait les regrouper par rapport aux événements et ce que les familles ont vécu. Et puis, j'ai une idée comme ça, et c'est peut-être utopique, mais de se dire qu'il se serait peut-être bien d'envoyer d'office un pré-dossier du CIVEN à tous les gens nés avant 96 pour faire une première sélection, et ceux qui se sentent concernés envoient les premiers dossiers, et l'information vient chez eux directement, au lieu d'aller les informer qui peuvent faire une demande, mais le pré-dossier arriverait, et après il y a une suite ou pas en fonction s'il y a eu des conséquences ou des maladies. C'est dans l'idée d'informer tout le monde, voilà, au lieu que ce soit eux qui fassent la démarche d'une première demande, d'office ça arrive, et puis ça suit ou pas, quoi. Voilà, c'est une idée comme ça. Madame Mélin a une question aussi, et après on va clore l'audition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, c'est une précision.
Pour bien être clair, puisque vous avez parlé d'Intillac, nous sommes d'accord que vous ne vous occupez que de civils, les victimes et leurs ayants droit. Que la voie judiciaire choisie est celle, enfin choisie ou imposée en fait, celle du tribunal administratif. Y a-t-il d'autres voies possibles de type ONIAM éventuellement, ou d'autres voies possibles autres que la voie du tribunal administratif et de ses quelques composantes? C'est à vous. Voilà. Ok. Donc, je vais tenter de répondre aux questions par rapport à la question sur est-ce que la Polynésie dispose d'éléments de par la voie orale? Là, il faut vraiment se remettre dans le contexte où parler nucléaire, jusqu'à il y a peu, hein, jusqu'à il y a peu, c'est être qualifié d'indépendantiste, de terroriste, c'est vraiment un sujet sensible. Donc, on est demandeur. S'il y a des documents qui existent, effectivement, il faut que ce soit recensé à un endroit. Je vais vous donner un exemple concret. Dans les dossiers médicaux requis pour la constitution du dossier, l'anatomopathologie, hein, dit plus simplement l'ANAPAT, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui arrive à la voir. Et on l'a appris lors d'une réunion tenue au CESEC derrière moi, de l'Institut des cancers, que il y a des anapathes, parce que jusqu'à présent, jusqu'à un moment donné, c'était un médecin privé qui le faisait. Et lorsqu'il a arrêté son activité, ben, on ne sait pas qui a repris. Et ces documents médicaux pourtant essentiels, ils sont par-ci et là. Pourquoi? Voilà. En tout cas, il faudrait effectivement que tout soit recentré à un endroit. Ça simplifierait les démarches. Pour beaucoup, je pense que c'est détenu par l'armée. Il faut savoir que dès lors qu'un dossier est constitué, le CIVEN saisit la Direction générale des armées, hein, pour vérifier si cette personne, donc enregistrée éventuellement chez elle, a présenté telle pathologie et quelles sont les données. Donc ça, c'est un élément aussi à retenir. Maintenant, à ce qui est des dossiers qui soient préétablis par rapport à 74, ça permettrait de... je ne suis pas sûre qu'on adhère à ce concept-là, parce que quelque part, ce serait une fois de plus. Est-ce que ce ne serait pas une fois de plus de faire adhérer au principe qu'il n'y a que la période des tirs atmosphériques qui ont justement eu des retombées, et donc avec un lien possible avec les maladies radio-induites? En revanche, comme je le disais tantôt, oui, c'est pas simple effectivement d'aller à la rencontre, mais qu'on nous donne, que la population puisse disposer le plus largement possible et le plus simplement possible de ce droit à constituer un dossier d'indemnisation. Et il y a les réseaux sociaux, ou alors ceux qui n'ont que la télévision, ben, que ça fasse l'objet effectivement d'une médiatisation via les moyens audiovisuels. Voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Par rapport donc au recours, l'indemnisation, la procédure d'indemnisation relève du plein contentieux et donc uniquement via la voie administrative. C'est pour ça qu'on est obligé de s'y plier. En revanche, et là on vous rejoint, ça devrait effectivement pouvoir faire l'objet d'une autre procédure dans la voie judiciaire, voire pénale, sur la responsabilité de l'État. Mais voilà, encore faut-il pouvoir voilà, trouver un avocat qui accepterait. Après, est-ce que c'est à une association de le faire? Est-ce que ce n'est pas aux entités publiques de le faire? Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une question du référendum? La question est ouverte. Merci beaucoup. Écoutez, merci pour ces échanges, d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas encore une fois à répondre par écrit aux questions qui ont été posées par la rapporteure et qui vont être récapitulées par un message du secrétariat qui va vous être adressé.
Et puis n'hésitez pas non plus à envoyer au secrétariat de la commission tous les documents que vous jugerez utiles à la commission d'enquête, en répondant bien évidemment au questionnaire qui vous a été adressé il y a quelques jours pour préparer cette audition. Voilà. Monsieur Ebbe Carlsson, cher président, Madame Normand, Madame la vice-présidente, merci encore. Nous poursuivons nos auditions, quant à nous, à 21h30 avec l'audition du professeur Meltz, qui est professeur des universités, directeur de recherche au CNRS. Et donc voilà, je clôt cette audition, cette première audition. Merci encore à tous et bonne journée alors à Tahiti. Merci. Merci beaucoup. Merci. Recording stopped.